Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pépites et Pépins, le podcast où on parle de la vraie vie des entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Ghana, la créatrice fondatrice de la marque Les Ateliers Crépus. Salut Ghana. Bonjour Solène, merci pour l'invitation. Merci à toi. Et on va parler aujourd'hui de deux sujets différents. Le premier, de ce qui se passe sur notre marché aujourd'hui, le marché du coup de la coiffure, mais surtout pour le cheveu texturé. Et puis d'entrepreneuriat féminin, on en a déjà discuté plusieurs fois, les difficultés qu'on rencontre spécifiquement en étant une femme dans le retail, pour ta part, mais aussi tout simplement en 2026. C'est mon premier podcast de 2026 d'ailleurs. Oh là là, j'ai ému un peu. Du coup, le premier truc, j'aimerais qu'on pose un peu notre cadre aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter, mais sans parler forcément de ta marque, qui est Ghana aujourd'hui ? Ok, ben je m'appelle Ghana, j'ai 29 ans, j'ai bientôt 30 ans le 20 janvier. Je suis chef d'entreprise, j'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 9 ans, et puis j'ai habité à Lyon, et ça fait 5 ans que je suis à Paris. Donc toi, tu vis encore un peu entre Lyon et Paris. Tu connais les deux marchés. Oui. Tu te balades quand même aussi beaucoup en France. Oui. Tu vois des différences entre ta vie en Guadeloupe, la vie d'entrepreneur que tu aurais pu développer là-bas, ce qui se passe ici en métropole pour toi depuis ces années ? Ah oui, carrément, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans deux écosystèmes et deux environnements qui sont complètement différents. C'est un petit marché, la Guadeloupe, c'est une région, c'est un département, donc c'est très différent d'être en Guadeloupe ou d'être en Île-de-France. Et justement, c'est parce que Lyon, c'était un peu petit que j'ai décidé de venir à Paris, donc la Guadeloupe, c'est encore plus petit. Ouais, c'est là où tu rejoins un peu les parcours dont on parle souvent de on est venu pour charbonner quoi à Paris finalement. C'est ça, exactement. À quel moment toi t'as compris que c'est ce genre de choix que tu ferais, que l'entrepreneuriat ça prendrait une place comme ça dans ta vie ? Eh ben, je pense que quand j'étais toute petite, je savais déjà que je voulais faire de l'entrepreneuriat, que je voulais gérer des choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais depuis enfant. Je savais que je voulais bien gagner ma vie aussi. Et j'avais envie de faire des choses qui avaient du sens surtout. C'était hyper important pour moi. Du coup, j'ai fait des études de droit. Et en fait, je trouvais que ça avait beaucoup de sens. J'aimais beaucoup l'environnement de la justice. C'était une filière qui me permettait d'aller à l'international. Moi, j'aime beaucoup ça dans mes choix de carrière. C'est super important d'avoir quelque chose qui me permette d'aller toucher à tous les environnements et d'aller à l'international. Et c'est un peu la ressemblance qu'il y a entre le droit et la coiffure, parce qu'il y a un peu ce truc-là dans la coiffure. Une fois qu'on est formé, on peut aller partout. On a des leviers. Voilà. Tu parles quoi comme langue ? Français, anglais, un peu d'allemand, vite fait. Et surtout créole. Bien évidemment. Tu peux faire une petite dédicace à toutes les créoles qui nous écoutent. Carrément. Dédicace à toutes les Guadeloupéennes, martiniquaises. Toutes les Antilles. Il y a un pays où tu te verrais le plus importer ta marque et développer les ateliers crépus à l'international ? Pour commencer, parce que bien sûr le monde entier ça serait bien. Mais... Alors j'irai sur le marché américain parce que c'est un marché qui est intéressant. Il y a après on verra avec Trump, on verra comment ça se passe. Mais oui, il y a un pouvoir d'achat intéressant. Il y a typiquement ma clientèle. Les Américaines sont à la recherche de cette expérience un peu à la française où on a des produits cosmétiques de qualité, clean, mais adaptés aux cheveux crépus. Avant, c'était les Françaises qui allaient chercher des produits aux États-Unis. Aujourd'hui, elles commencent à venir chez nous justement pour chercher des compositions de qualité, donc c'est un marché intéressant. Mais moi, mon marché de rêve, c'est le marché africain. Parce qu'il est en plein essor, parce que ça grouille, parce que c'est le futur, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, ça me parle beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion totalement de mettre les pieds dedans, mais j'espère pouvoir aller dessus. Bon, d'ici une dizaine d'années, on se retrouve en Afrique, quoi. Carrément. Trop bien. Donc du coup, replaçons aussi, qu'est-ce que c'est les ateliers crépus ? Quand est-ce que ça a été créé ? Et pourquoi ? Et ben, les ateliers crépus, c'est une marque de cosmétiques professionnelle pour les cheveux crépus et on forme les coiffeurs pour qu'ils apprennent à coiffer cette texture
Je peux t'expliquer un peu l'histoire de la marque si tu veux. Bah ouais, carrément, on a envie de connaître l'histoire de la marque et puis aussi toutes les démarches. Et quand tu dis que ça, c'est porteur de sens, moi c'est très souvent que je me justifie, ou du moins que je me retrouve à expliquer pour les moldus. Ouais. Pourquoi est-ce que ce qu'on fait ça a du sens? Parce que quand on pense à la beauté et au bien-être, on pense tout de suite à un besoin qui est secondaire, de manière générale sur notre marché, alors que nous on sait en tant qu'entrepreneur dans le milieu de la beauté et du bien-être que en fait, ok c'est pas vital, mais que ce qu'on fait effectivement ça change vraiment des vies. Donc quand on parle d'impact, je pense qu'on a besoin d'expliquer un peu ce que c'est notre mission dans nos marques respectives, quoi. Bien sûr, la beauté c'est essentiel. La beauté c'est essentiel, il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a quelques années, le marché numéro 1, c'était la plus grosse entreprise au monde, c'était une entreprise de beauté, c'est L'Oréal. Ça drive le monde, donc évidemment c'est hyper important. Et oui, pour moi ça avait beaucoup de sens de me diriger vers ce marché-là. Parce que j'adore la beauté, j'adore ça pour moi et j'adore l'idée de pouvoir proposer ça aux femmes aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, tu t'es levé un matin, tu t'es dit, bon, les ateliers crépus, quoi. Alors, je me suis levée un matin et puis je me suis dit, mais en fait, je peux pas aller chez le coiffeur. C'est fou parce qu'en Guadeloupe, je peux pousser la porte de n'importe quel salon, on va me coiffer. Et si je vais dans n'importe quel autre salon autour de chez moi, on va me dire, non, madame, on ne me coiffe pas. Je me suis dit, c'est quand même fou. Et j'ai vraiment eu ce moment où je me suis dit, bon, c'est cool le droit, c'est intéressant, mais je serais juste un pion, entre guillemets, dans une machine déjà bien huilée. J'irai au palais plaider et ce sera super cool et c'est intéressant. Mais je vais sortir de ce palais, la copine blanche pour aller dans un super salon de coiffure hyper stylé. Et moi, je vais devoir aller dans un salon informel, peut-être à Château d'Eau ou quelque chose comme ça, pour me coiffer. Pourquoi en fait Je ne veux pas l'accepter. En fait. Il y a une forme d'injustice qui d'ailleurs aujourd'hui porte un vrai nom, qui aujourd'hui c'est reconnu. Je sais pas dans le dictionnaire, mais en tout cas c'est reconnu, ça s'appelle de la discrimination capillaire. C'est un vrai truc que effectivement les personnes blanches ne connaissent pas, puisque c'est quand même très très rare qu'une personne blanche rentre dans un salon de coiffure et que la coiffeuse lui dise bah non, je sais pas coiffer votre cheveux. Alors qu'il peut avoir des spécificités de fragilité, de finesse, des choses comme ça, qui sont tout aussi compliquées qu'un cheveu crépus, même bouclé, frisé, ondulé. Et pour autant, il y a moins, dès le départ, le frein. Ouais. Alors que là, vraiment, on est sur un truc où une personne noire rentre dans un salon de coiffure classique, lambda, notamment, moi je pense beaucoup aux chaînes où les coiffeurs sont pas forcément dans des zones de formation, sont pas forcément, voilà, sortent souvent de l'école. C'est en PLS, tout le monde va se cacher dans la réserve derrière, et oulala, il y a des clients qui viennent de rentrer, c'est qui va, c'est qui va, et au final, pour leur dire, bah non, on sait pas coiffer votre cheveu, quoi. Donc ça, il faut le rappeler. Pareil, le petit instant moldu. À l'école de coiffure, on fait des CAP qui sont de plus en plus souvent en 1 an. On peut le faire en 2 ans, bien sûr, en cursus classique, mais de plus en plus, les coiffeurs sont orientés vers des CAP en 1 an. Et on peut travailler en salon de coiffure juste en 1 an. Et on dit 1 an dans une période scolaire, ça veut dire 9 mois. On se parle de métiers, de l'artisanat, qui sont autant connectés aux mains, au cerveau, et en plus avec des compétences techniques qui vont très loin. Et donc en 9 mois, on nous demande de maîtriser un métier qui au final a une maîtrise de bien 10 ans. Tous les coiffeurs passionnés vous diront qu'ils ont commencé à s'éclater et à être dans une zone de confort au bout de 10 ans d'exercice. Et on nous demande de savoir gérer limite un salon, en tout cas gérer une clientèle. Et à aucun moment, même pas un jour, même pas 1 heure, on nous parle d'une autre texture de cheveux que les cheveux lisses. Exactement. Donc c'est là où c'est important, je pense, de rappeler aussi un peu ta mission, qui n'est pas juste d'avoir un produit qui est éthique à l'intérieur du tube. Bien évidemment que quand on est une marque engagée, les composants des produits sont alignés avec les valeurs. Mais ça en devient même plus ton concept de base. C'est comme moi dans les salons, j'ai des tarifs non genrés, mais c'est pas mon concept. C'est juste aligné avec le reste des valeurs. Toi, ta vraie mission, du coup, c'était plus de ramener une expertise dans les salons de coiffure et du coup de pouvoir offrir cette expérience client à toutes au final. Et tous, moi j'ai beaucoup de potes aux cheveux crépus garçons qui revivent avec tes produits. Vraiment. Super. Parce que eux aussi au final sont hyper perdus. Donc ça concerne toutes les personnes aux cheveux crépus. Du coup, si tu devais donner 3 adjectifs de ta marque qui font qu'aujourd'hui ça fait la différence sur ce marché, tu dirais quoi ?
Et bien tout simplement nos valeurs, expertise, élégance, technologie naturelle. Expertise parce qu'on est vraiment une marque professionnelle. Le but c'est vraiment d'arrêter de bricoler avec les cheveux crépus et de proposer quelque chose d'académique qui soit applicable en salon de coiffure. Élégance parce que le but c'est vraiment de redonner ces lettres de noblesse aux cheveux crépus et faire en sorte que ce soit un cheveu qui soit sous le feu des projecteurs chez Miss France, au Festival de Cannes, qu'on le voit partout, qu'on le voit et qu'on le sublime sans essayer de le modifier. Et puis technologie naturelle parce que je suis enfant de la Guadeloupe et que je crois beaucoup en la nature et en ce qu'on est capable de faire avec des compos naturels quand on essaye de le faire bien. Ouais, carrément. Et on se parle pas de trucs faits dans une cuisine, effectivement, bricolés ou quoi. On se parle de produits qui vont pouvoir rester dans la douche sans périmer, du coup. C'est des vrais produits, même s'il y a des actifs naturels à l'intérieur. C'est vraiment important de le rappeler puisque les personnes aux cheveux, alors surtout frisés crépus, mais sont très coachés sur internet, sur Instagram à faire leurs produits eux-mêmes avec de l'aloe vera, je sais pas quoi, Amazon, machin. Nous on tombe beaucoup sur ce genre de post, notre algorithme en plus c'est plutôt bien fait. Là pour le coup, quand on dit produit naturel, c'est pas du tout cette démarche-là vers laquelle tu tends. Tu veux vraiment avoir une technologie de produit. Technologie naturelle, c'est hyper important. Et c'est intéressant ce que tu dis des coiffeuses, des clientes qui vont acheter des produits dans les magasins de DIY. Et quand je passe devant et que je vois qu'elles ressortent avec des sacs de 200 € de produits à fabriquer, etc. Et souvent elles me disent j'en ai acheté plein mais ça n'a rien donné. Mais du coup si ça n'a rien donné, c'est peut-être qu'il faut passer à quelque chose d'autre. Mais en même temps elles n'ont pas de solution de vrais produits avec un vrai packaging, une vraie formulation. Nos produits sont fabriqués en Ardèche. On a vraiment ce côté co-création avec les professionnels. On fait tester nos produits aux professionnels avant et ensuite on les co-crée à partir des recettes de ma grand-mère parce que du coup tout vient de mon enfance et des recettes que je faisais avec ma grand-mère quand j'habitais en Guadeloupe. Et oui, c'est important d'avoir un produit qui soit vraiment technique parce qu'à un moment donné quand on est en salon, moi j'ai besoin que le coiffeur ait la garantie d'avoir un résultat professionnel en utilisant mes produits parce que sinon c'est pas la peine. Il y a deux enjeux quand on est coiffeur et qu'on veut au mieux accueillir une cliente et la conseiller. C'est du coup effectivement d'avoir confiance en son produit, en son matériel, savoir l'utiliser, avoir confiance en ses propres mains et puis savoir conseiller. Et donc toi c'est un peu le contenu de ta formation, c'est clairement ça, on peut apprendre à utiliser le produit, avoir confiance en son geste, avoir le geste sûr sur ce cheveu qui au final ne se coiffe pas du tout de la même manière qu'un cheveu ondulé, bouclé, lisse. Même certaines frisures se coiffent un peu plus comme le cheveu bouclé, alors que le cheveu crépus, pour le coup, demande une technique déconstruite complètement de la coiffure. Donc tu apprends ça, mais aussi à conseiller et à amener vraiment les femmes vers leurs cheveux naturels finalement. Souvent, quand on parle de coiffure cheveux crépus, on pense aux extensions. Oui. Et toi, c'est pas forcément la démarche. Ah non, pas du tout. Et puis c'est beaucoup moins ce qui se fait. Alors, je t'explique d'abord notre démarche et comment je vois les choses. Dans les formations, on a vraiment une approche holistique du cheveu crépus, dans le sens où on va parler technique, c'est sûr, on va parler produit, c'est sûr, mais on va aussi parler du mindset de la cliente, parce que c'est une clientèle qui est quand même particulière, dans le sens où il faut la comprendre, il faut savoir ce qui se passe dans sa tête, et mieux on comprend ce qui se passe dans sa tête, mieux on arrive à la servir. Et ce sont des clientes qui, une fois qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles ont compris qu'elles sont au bon endroit, elles sont extrêmement fidèles. Et ça, c'est vraiment... tout le monde me dit, mais maintenant que je coiffe les clientes aux cheveux crépus, mais c'est mes meilleures clientes. Elles sont trop sympas, je passe des super moments, elles ont confiance, elles me font confiance pour leur proposer des choses. Donc cet aspect-là, il est important aussi de comprendre le mindset de cette clientèle qui a été traumatisée pendant des années. Ouais. Autant par des coiffeurs, des coiffeurs, c'est même pas forcément des coiffeurs, mais des personnes qui coiffaient les cheveux crépus de manière informelle, qui leur faisaient des défrisages, alors brûler la tête, des trucs catastrophiques où elles avaient du sang sur la tête à la fin de la journée, que des coiffeurs européens qui leur disaient je sais pas faire en fait, je sais pas faire, je vais essayer, ou alors je sais faire, et au final le résultat était pas là quoi. Ouais. Donc en fait c'est vraiment une nouvelle clientèle qu'il faut un peu apprivoiser, et ça on vous sensibilise là-dessus en formation, et après on passe justement à la partie technique, comment prendre en main ce cheveu, comment le démystifier en fait pour que ce soit simple. On se rend compte en fait à la fin que c'est facile. Ouais, souvent c'est ce truc-là qui ressort, c'est mais je m'en faisais des montagnes et en fait c'est hyper simple. Ouais, faut juste adapter le geste. Exactement. Et effectivement adapter le discours. Alors par contre, spoiler alert, tous les coiffeurs qui ne font pas de diagnostic de base avec déjà des cheveux
lisse, un peu plus simple et surtout qu'on a appris à l'école. Déjà, si vous ne faites pas de diagnostic, ça va être très compliqué parce que. Qui ne fait pas de diagnostic? Bah, Tout le monde fait des diagnostics. alors on aimerait se mettre dans le déni et se dire qu'on fait tous des diagnostics. Hein, voilà. La réalité, c'est qu'il y a seulement 20% des clientes qui ont l'impression d'avoir ressenti un diagnostic chez le coiffeur, alors que 90% des coiffeurs disent qu'ils font des diagnostics. Voilà. Donc bon, on y arrive petit à petit, mais la cliente aux cheveux crépus, pour le coup, elle a un vrai besoin de conseils, de prise en charge 360. Effectivement, ce côté holistique, il est hyper important puisque elle a vraiment besoin de sentir qu'elle est écoutée autant dans son passif, dans ses traumas capillaires, que dans les solutions qu'on va lui proposer par la suite. En vrai, on s'imagine même pas ce que ces femmes ont vécu quand on a les cheveux lisses. Et d'ailleurs, c'est un énorme sujet. Mais nous, quand on s'est rencontrés il y a bientôt 4 ans, moi je ne me sentais pas légitime en tant que coiffeuse. Je viens de Clermont-Ferrand, une ville où franchement il n'y a pas trop de texture. Même les cheveux bouclés, moi la première, j'ai les cheveux très bouclés. Et je passe mon temps à les lisser, ça va mieux, on se guérit. Mais c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on traite le cheveu bouclé. Déjà dans mes études, il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé la coiffure, en plus en région. J'arrive à Paris, effectivement, il y a beaucoup plus de texture de cheveux. On arrive post-Covid, donc il y a 5 ans, gros boom des cheveux bouclés, c'est là où le marché a commencé à faire son expansion, les secrets de Dolly, tout ça. Et là, en fait, je me rends compte que le cheveu bouclé, il n'y a pas de souci, je sais faire parce que j'ai bien, donc grosse chance. Mais le cheveu crépus, bon, je sais pas faire. Et en vrai, j'ai pas trop de demandes. J'ai pas de demandes, donc je me dis, c'est parce que ces clientes-là ne peuvent pas me faire confiance, je suis beaucoup trop blanche. Et dans ma tête, je me dis ça. Et en fait, il a fallu comprendre que si j'avais pas la clientèle, c'est tout simplement parce que ces clientes-là, elles ont déjà poussé la porte de salon dans lequel je travaille et elles se sont fait mettre dehors. Donc bien sûr qu'elles ne re-rentrent pas une autre fois, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois blanche ou pas. Et donc ça, je l'ai compris parce que je t'ai rencontré, mais le premier truc, c'est, et c'est vraiment le premier truc que je t'ai dit, en fait, à quel moment une cliente aux cheveux crépus va se dire la petite blanche là c'est ok. Donc toi comment t'as réussi à déconstruire ça et alors c'est hyper intéressant ce que tu dis et nous on travaille vraiment des deux côtés. On va justement travailler avec le coiffeur pour déconstruire ça et lui dire que en fait la coiffure des cheveux crépus c'est de l'artisanat. C'est-à-dire qu'on apprend, on répète, on maîtrise. C'est comme toutes les coiffures. Il n'y a pas de... Je viens de la Guadeloupe où personne ne s'est jamais posé ces questions. Les coiffeuses, elles apprennent le cheveu lisse, elles se disent pas « je suis pas légitime à coiffer les cheveux lisses » parce que personne se dit ça. Et les personnes blanches, parce qu'il y en a aussi en Guadeloupe qui apprennent là-bas, elles coiffent tout le monde, elles se posent pas du tout de questions à ce sujet. Donc on démystifie de ce côté-là. Et de l'autre côté, en fait, on explique aussi aux femmes aux cheveux crépus, on leur fait confiance, on leur montre qu'elles peuvent faire confiance à ces coiffeurs en leur montrant du marketing. C'est hyper important de montrer ses réalisations, montrer sur le feed ce qu'on a fait. Et c'est ce qui leur permet de se dire, oui, effectivement, si elle y aller, moi je peux y aller. Et peut-être que la première fois, elles sont un petit peu frileuses, mais après, une fois qu'elles vont trouver leur endroit, elles sont trop contentes de pouvoir juste aller en bas de chez elles ou pas très loin et pouvoir se faire coiffer sans avoir à se poser 10 000 questions de est-ce qu'on va venir ici, est-ce que ce sera possible, etc. Elles sont vraiment dans une forme de collaboration dans la coiffure et c'est hyper agréable. Tu parles de marketing, je trouve que c'est intéressant. Dans Pépite et Pépin, on a toujours tendance à regarder pareil 360 le métier de l'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, l'entrepreneur, il doit savoir tout faire. Donc là, du coup, on a compris que tu sais créer une marque, que tu sais former des coiffeurs. Et en termes de marketing, du coup, ça se passe comment sur la partie réseau? Parce que le marketing au contact des coiffeurs, c'est ton quotidien. On rencontre beaucoup de gens. Et le réseau est assez puissant, hein. On a quand même la chance dans la beauté, notamment à Paris, que le réseau soit... Le réseau est énervé, vraiment. Donc ça va. Mais ensuite, sur les réseaux sociaux, t'es pas mal actif sur LinkedIn aussi, c'est quoi un peu ta stratégie et qui te permet d'aller plus loin et de surtout toucher le plus grand nombre pour faire bouger les consciences comme ça? Alors justement, ma stratégie, elle se passe vraiment à 2 endroits. J'ai vraiment 2 leviers. C'est justement le B2B, donc les coiffeurs, et le B2C. Donc sur le B2B, je suis beaucoup sur LinkedIn parce que je trouve que c'est important de pouvoir toucher les coiffeurs. Donc il y a beaucoup de coiffeurs, mais beaucoup de dirigeants de la coiffure. Et en fait, ça permet de leur parler directement et de leur faire comprendre l'état d'esprit, sachant que ce sont des personnes qui font beaucoup de veille concurrentielle, de veille... marketing et ça me permet du coup d'alimenter cette veille auprès d'eux
Donc en fait, quand on se rend compte, souvent ils me connaissent déjà, ils me disent ah bah oui, je vous suis sur LinkedIn, et ça c'est intéressant. Et ça me permet d'apporter une patte un peu plus personnelle aussi, et de proposer ma vision du marché, Ouais, c'est ça. expliquer comment je vois les choses dans 5-10 ans. Et le deuxième aspect, c'est la partie B2C. Et donc là, c'est plutôt le site internet, les réseaux sociaux où je vais être très Insta, active, TikTok. voilà, Insta, TikTok, faire des vidéos. Voilà. Et à chaque fois dans un contenu pédagogique. Mais j'ai quand même le souvenir qu'il y a eu une petite pétition là-dedans. Parlons-en. Tout à fait. Une pétition qui a amené à beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup lancer des campagnes marketing un peu, pas choc, mais qui font un peu réfléchir. Pas être toujours dans quelque chose de très lisse, mais être dans quelque chose d'un peu plus impactant. Tu fais peut-être moins de contenu, mais à chaque fois avec plus d'impact. C'est ça. Je dis toujours à mon équipe, on a plusieurs personnes à toucher. Les coiffeurs, on est là pour les réconcilier avec le cheveu crépus. Les femmes noires, on est là pour les réconcilier avec les cheveux crépus, mais on est aussi là pour faire savoir au grand public que les femmes noires ne peuvent pas aller chez le coiffeur. Parce que quand on raconte ça aux gens, mais ils sont choqués. Ils disent, mais quoi ? Mais comment ça, vous ne pouvez pas aller chez le coiffeur ? Les moldus ne savent pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, le marketing est beaucoup axé là-dessus. Et on avait sorti la campagne, on a tous un ami noir qui galère à trouver un coiffeur. Et le but, c'était de faire un peu de bruit à ce sujet et de faire se rendre compte que c'était comme ça. Et ça m'a ouvert énormément de portes. Tu parlais de la loi sur les discriminations capillaires. J'ai été invitée du coup à l'Assemblée nationale pour travailler sur le projet de loi sur les discriminations capillaires. J'ai ensuite travaillé avec l'UNEC, avec d'autres coiffeurs pour parler du CQP coiffure, pour voir comment on pourrait l'améliorer pour qu'il soit plus adapté aux cheveux crépus, même si pour moi il faudrait que dès le CAP, le cheveu crépus soit intégré dans les programmes. Et pour moi un CQP après c'est très bien, c'est un beau départ, mais il faut absolument que dès le départ les cheveux crépus soient intégrés dans les programmes. D'ailleurs je trouve que le Réel Campus fait un super beau job à ce niveau-là, parce que les élèves arrivent et ils ont déjà les bases. Donc, petit point sur les écoles, c'est un vrai truc. Et je fais passer ce message à l'éducation nationale parce qu'à chaque fois, bien sûr, j'ai besoin d'être un peu dans la revendication. Mais rouler des permanentes, sachez qu'on s'en fout complètement, vraiment. Tout le temps qu'on passe nos apprentis à rouler des fucking permanentes alors qu'on n'en a plus en fait. On n'en fait plus. Et c'est vraiment dingue le nombre d'heures qui sont encore dédiées à cette technique qui n'existe plus dans les salons parce que ça détruit les cheveux, ce n'est pas du tout une demande de nos clientes, les produits sentent la mort, ça n'existe plus en fait dans les salons. Toutes ces heures-là, si on était sur le cheveu texturé, parce qu'en fait on se parle quand même de la permanente, on cherche à faire boucler des cheveux. Alors que ça représente combien de pourcents les gens les gens de manière générale dans le monde qui ont les cheveux texturés, je ne saurais pas dans le monde, plus de 70%. 70% a priori dans le bouclé, voilà. Mais si on reste sur le crépus frisé, il y a 10 millions de personnes en France qui ont les cheveux crépus. C'est énorme. Donc là on est sur un délire où on nous apprend à boucler des cheveux avec une technique qui n'existe plus, mais pas à s'occuper des vrais cheveux texturés naturels. Donc en fait déjà, effectivement, la mission serait de supprimer ce cours inutile et de nous mettre vraiment un module cheveux texturés. Et effectivement, c'est ce que fait le Réel Campus by L'Oréal. Donc pour recentrer un peu, c'est une école de coiffure un peu de nouvelle génération qui va avoir 5 ans, il me semble, qui a été à la base financée par L'Oréal, mais qui a un contenu qui n'est pas du tout tenu à la marque. C'est au contraire une école qui a plutôt une vision sur l'avenir et sur ce que c'est le métier de coiffeur, mais surtout d'entrepreneur de la coiffure. Ils ne sont pas du tout amenés vers juste coiffer ou quoi que ce soit, ils sont vraiment amenés à une forme de réflexion. C'est moitié école de commerce, moitié coiffure. C'est un cursus en 3 ans, donc comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus cohérent avec la réalité des métiers de l'artisanat, puisque 1 an de CAP, ça ne suffit pas du tout, ça ne devrait même pas exister. Et effectivement, dans leur programme, ils ont le cheveu texturé au centre de la coupe. D'abord, ils apprennent vraiment à couper dessus, et puis ensuite, sur la technique, ils ont vraiment des modules où c'est poussé là-dessus. Enfin, c'est vraiment rentrer dans leur routine. Et on peut se dire que c'est parce qu'ils ont le temps d'aborder ce sujet en 3 ans, mais sachez que pas du tout,
puisque dès la première année, ils sont 3 mois à l'école, puis ensuite ils sont 9 mois dans les entreprises, donc des entreprises comme les miennes, c'est pour ça que je peux en parler de façon assez fluide. J'ai vraiment toujours tous les niveaux d'apprentis dans mes salons, du CAP, mention, BP et bachelor. Et dès la première année, on se parle des 3 premiers mois, quand ils arrivent en salon, c'est ceux qui maîtrisent le mieux le cheveu bouclé, frisé, crépus. Donc en 3 mois, en plus, ils ont des bases hyper solides. Donc on peut le faire, mais juste faut arrêter de rouler des permanentes en fait. Ça montre vraiment que c'est possible, et vraiment, comme tu disais, moi j'invite vraiment les coiffeurs à aller chercher des apprentis au Real Campus, justement parce qu'ils arrivent effectivement avec cette base. Et après, nous, quand on arrive avec nos modules de formation, on va vraiment proposer de la formation continue. Donc on va aller renforcer ce qui est déjà appris pendant leur cursus scolaire. Donc c'est hyper intéressant, et pour moi c'est comme ça que je vois l'avenir. Ouais, c'est clair. Tu penses que dans 10 ans on en est où alors? Alors, je suis pas d'accord pour attendre 10 ans. On n'est pas ok avec ça? Non. Donc dans 2. Donc plus vite que ça. Non, là je lance justement une nouvelle campagne. Je te l'annonce un peu de manière inédite, qui va s'appeler Coiffure pour tous. Et l'objectif justement, c'est de réunir un peu tout le monde autour de ce sujet, et puis sensibiliser tous les acteurs de la coiffure pour à la fin aller peut-être poursuivre en fait l'État pour lui demander mais comment ça se fait qu'aujourd'hui les femmes aux cheveux crépus payent des impôts, ou les femmes aux cheveux bouclés ou frisés payent des impôts pour financer les écoles de coiffure, et derrière on n'a pas accès aux services. Et de la même manière, les coiffeurs ils pâtissent d'un gros manque à gagner parce que ils voient des clientes passer devant leur salon, ils refusent des clientes alors que les salons sont vides. Ça n'a aucun sens. C'est clair. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir aller plus loin et puis réunir les acteurs de la coiffure, parce que ça se fera pas, je ne pourrais pas faire ça toute seule. Il faudra absolument que je m'entoure des différents acteurs que j'ai croisés jusque-là et qui croient beaucoup justement en ce changement. Mais j'aimerais bien lancer une campagne un peu nationale, et puis qui se clôturera peut-être par une grosse marche ou quelque chose comme ça, pour sensibiliser tout le monde et faire en sorte que ça bouge et faire du bruit. Ça paraît être un sujet un peu anodin, mais je pense qu'il faut en parler. Ouais, c'est clair. Après, chacun sa mission de vie et chacun sa mission de travail. On n'est pas tous obligés de faire des trucs qui sont contre la famine dans le monde ou contre la guerre. Enfin voilà, chacun son combat. Voilà, mais effectivement, on est souvent challengé sur notre légitimité et sur la superficialité du truc. Mais en vrai, dans la période dans laquelle on vit, ça va mieux avec un brushing qui est bien fait. Ça va mieux avec une couleur qui nous plaît. Je vais te donner un exemple. Pendant le Covid, on a considéré que les salons de coiffure étaient des commerces essentiels au bien-être des Français. Donc, alors même que le pays était en train de vivre une situation sanitaire catastrophique, on a laissé aller les gens aller dans l'endroit le plus pathogène du monde, un salon de coiffure, où il y a de l'humidité, de la chaleur. Enfin, c'est le pire endroit possible. On est très proches. Voilà, on est très proches, donc c'est vraiment la cata. Et pourtant, on a quand même décidé d'ouvrir ces salons de coiffure parce qu'on a considéré que pour le mental des Français, pour leur aspect, c'était important. Pour les femmes aux cheveux crépus, elles sont en mode Covid depuis toujours. On n'a pas de solution pour se coiffer. Et c'est pour ça que souvent elles mettent des perruques, parce qu'on va aller où? On n'a pas envie d'aller à Château d'Eau pour se coiffer. Où est-ce qu'on va aller? On est vraiment dans la même galère que les gens pouvaient rencontrer quand ils étaient en mode Covid. Je vais faire quoi de mes cheveux? Mais ça pousse, mais est-ce que je le fais moi-même? C'est le même principe. C'est hyper intéressant comme comparaison. Est-ce que j'ai une copine qui peut me coiffer? Est-ce que ma mère peut essayer des trucs? On teste des trucs, au final on réussit, mais on bricole quoi. Et c'est pas normal, parce que quand on est en Guadeloupe par exemple, on ne bricole pas. Tout le monde ne se coiffe pas. On va chez le coiffeur comme ici. Et il y a un peu ce truc que les coiffeurs s'imaginent que les Noirs adorent se coiffer entre eux et que c'est un plaisir. Non, c'est juste qu'on est obligé. C'est très romantisé ça, mais alors que pas du tout. On n'a pas le temps, on a des métiers en fait. On n'a pas le temps de passer des heures à se coiffer entre nous, vraiment pas du tout. C'est ça. Petit point du coup pour retrouver cette campagne, parce que ça va être hyper intéressant. Donc on peut te retrouver sur Instagram, les ateliers crépus. Tout à fait. T'es pas mal active aussi sur ton Instagram perso pro. Voilà. Donc Ghana, G-H-A-N-A. E-L-I-N. Voilà. LinkedIn. Et voilà, c'est là surtout tu vas diffuser et ton site internet. Et mon site internet. Faites du SEO s'il vous plaît. Donc là du coup,
si tu devais identifier un peu les freins pour arriver à ce but-là, on a dit pas dans 10 ans, dans 2 ans. Dans 2 ans, ça va être ouvert, là, tout le tu monde me y va. mets un challenge là, 2 ans, ok, ça marche. Je On prends se le dit pari. que peut-être qu'il y a un truc qui va changer, je sais pas. Des fois, j'ai déjà rêvé une fois qu'en 2027, on allait élire une présidente noire. Je sais pas pourquoi j'avais pensé à ça. Bah, imagine, 2027 c'est l'année prochaine. Ça, je crois qu'on a Tu vois plus de chances d'avoir les jeux prévus dans le programme que ça. Hein. On Allez. sait rien, mais... Donc c'était un rêve. Bon bref, tout peut Ouais, arriver. je pense qu'on sous-estime la puissance des réseaux sociaux et la Ouais. puissance du fait de se réunir, de se dire bon bah effectivement je trouve pas ça normal, allez je participe, je mets un like, je mets un partage, je signe une pétition et ça fait vraiment la différence. Ouais, c'est clair. Faut se rendre compte de cet impact-là. Il n'y a pas que les influenceuses qui ont le droit de prendre la place sur les réseaux sociaux et du coup de propulser des mouvements. En fait, juste effectivement un petit like, un petit commentaire, c'est énorme des fois. L'algorithme il adore. Au-delà de ça, du coup, c'est quoi les freins que tu peux rencontrer? Alors, parce qu'effectivement, d'entreprendre aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être, on parle aussi des fois de recrutement, de management, vraiment à l'intérieur de ton entreprise ou à l'intérieur de ton mindset, qui fait que de développer tous ces mouvements, des fois c'est un peu compliqué, c'est un peu cardio, quoi. Alors, ce qui fait que c'est un peu cardio, c'est que j'ai fait des choix qui sont hyper pas contraignants mais un peu challengeants, on va dire, parce qu'en fait je fais du B2B, je fais du B2C et je fais du B2B2C. Donc en fait je suis vraiment sur tous les fronts et je fais de la formation, donc j'ai un centre de formation et je fais des produits. Donc je touche vraiment à tous les aspects possibles d'un business. Ouais. Et ça, c'est assez costaud. Ouais. Pour tous les baby entrepreneurs, ça veut dire que, moi, de ce que j'entends, il y a à peu près 3 à 4 modèles économiques différents dans une même dynamique. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas traiter de la même manière des sujets, que ce soit marketing, communication, management, même en termes d'équipe. On ne recherche même pas les mêmes métiers, donc c'est pas des gens qui ont fait les mêmes études, donc ça se manage aussi différemment. Bref, c'est un peu de la schizophrénie, hein. Il y a 4 c'est ça, c'est tout ce qu'il faut. Modèles à fait, maîtriser. C'est ça. En fait, c'est un peu tout ce qu'il faut pas faire. J'ai fait la même chose, hein. Surtout... Mais ne le fais pas. Non, mais c'est ça. Surtout sur un... Enfin, moi, j'ai un cerveau très analytique où je suis un peu monotâche. J'aime bien me concentrer sur une tâche et la faire correctement. Mais vu ce qu'on est en train de créer, on est obligé d'être sur tous les fronts. Ouais. Parce que quand je vends mon produit au coiffeur, il faut aussi que je dise à ma cliente que le produit est là-bas. Sinon, elle ne va pas forcément venir l'acheter. Donc, je suis obligée. J'ai vraiment pas le choix que d'être sur tous les fronts. Donc ça, c'est vraiment challengeant. Et ça m'oblige à avoir des équipes où, en fait, je duplique à chaque fois mes besoins. Il me faut une responsable marketing B2B, mais aussi une B2C. Et sur la partie commerciale, il me faut quelqu'un qui fasse aussi du B2B2C, qui vienne mettre de la PLV. Enfin, c'est hyper dense. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Ouais. Donc ça prend un peu de temps. Ça étale. Voilà, c'est ça. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que c'est frustrant. Ouais. Moi, je vote pour les journées à 36 heures. Hein. Vraiment, ça changerait la vie. Ouais, juste pour nous, après. Le reste du monde peut tourner à 24. Hein. Clairement. Pas de soucis. Comme ça, nous, on peut suivre à 36. Je pense que ça passerait, ouais. Du coup, comment tu fais, toi, pour te former? Comment tu fais pour trouver ce genre de solution? Et puis, pour pas te laisser sous la vague, au final, te laisser submerger par tout ça, parce que c'est souvent les questions qu'on nous pose, nous, sur ou Instagram ou en coaching. C'est comment résister au stress face justement à cette immense vague des plusieurs modèles économiques ou des enjeux d'aujourd'hui, des zones où peut-être tu vas plus te ressourcer ou au contraire faire des rencontres un peu intéressantes sur tel ou tel plan. Qu'est-ce qui toi aujourd'hui te permet de tenir le coup, quoi? C'est une très bonne question. Comment je gère ça? Sur la partie, disons, organisation, structure et gestion, moi, j'ai vraiment besoin de ces moments où je m'enferme et je suis sur mon ordi pendant plusieurs jours et je structure tout pour que j'ai pas besoin de réfléchir à certaines choses et que je puisse déléguer de la manière la plus simple possible. Qu'on n'ait pas à me demander plusieurs fois pour les process. Et ça, c'est essentiel. Être vraiment sur son entreprise et dans son entreprise à la fois. Sur la partie dans mon entreprise, c'est hyper important pour moi d'être sur le terrain. Continuer à coiffer un peu. Continuer à aller aux formations, regarder ce qui se passe,
me mettre dans la peau du coiffeur, me mettre dans la peau de la cliente. Ça, c'est hyper important, le terrain. Comment je gère le stress? Eh ben, je pense que j'ai vraiment traversé une période extrêmement stressante l'année dernière, justement à cause du management. 2025 ou 2024 du coup? 2020, fin 2024, début 2025. À cause d'un recrutement un peu cata qui a eu énormément d'impact sur l'entreprise. Et en fait, j'ai eu l'impression après ça que je pouvais faire face à n'importe quel stress, quoi. Tellement j'avais été stressée de cette période. Maintenant, du coup, ça on apprend en fait. C'est hyper confortable de me dire maintenant, bon, bah, c'est bon, je vais pas mourir. Il suffit de bosser et on y va, on avance. Et puis faire attention aussi quand on fait des recrutements à être sûr qu'on est en face dès le début. Ouais, c'est ça. Suivre son intuition, son instinct aussi. Donc voilà, ça c'est pour la partie gestion du stress. Moi, souvent, les gens me disent, mais comment on fait pour être sûr de ne pas faire d'erreur? Mais en fait, il faut en faire. Il faut les faire. Et en fait, c'est ça. Possible, le plus vite mais possible. Par contre, effectivement, ouais, c'est ça, carrément. Le plus vite possible. Au début, si on travaille trop, si on fait trop de choses, si on tente trop de trucs, c'est pas grave, c'est le début. C'est là où il faut faire les erreurs. Après, jamais 2 fois la même, au mieux. Et surtout, voilà, avoir la résilience de se dire, c'est fait. Oui. Qu'est-ce que j'en ai appris? Et vite. C'est ça. Je fais le pivot, mais par pitié, faites des erreurs à chaque fois, c'est ce qu'on dit. Il faut vraiment en faire pour apprendre, en être là. La sérénité, ça prend vraiment dans la phase où on se relève de ses erreurs. Ouais, tout à fait. Mais pas du tout quand t'en fais pas, parce que du coup, t'es tout le temps stressé de pas en faire. Ouais. Donc, on y va. Après, on mange un peu le gravier, quoi. Oui, c'est un peu difficile. Et après, c'est vraiment dans cette phase où on remonte, quand t'arrives au sommet de la montagne. Je regarde, je dis ok, là je peux gravir n'importe quelle montagne parce que je reviens de loin, quoi. C'est ça, exactement. Sur la partie management, j'essaie de m'entourer aussi énormément à travers les réseaux, le Cercle des femmes de la coiffure, Réseau Entreprendre Paris. J'ai un coach qui me suit de mois en mois pour sur des aspects un peu précis. J'en ai 2, j'en ai une sur la partie commerciale, structuration, et une autre sur la partie market. Et puis voilà, le réseau, quoi. Continue à rester... savoir faire l'aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ça, c'est hyper important. C'est clair, aller un peu voir. Quand on fait des choses, quand on crée des entreprises avec des impacts justement et qui manquent sur le marché, ça implique aussi qu'on n'a pas assez d'exemples. On n'a pas. Alors oui, on a un peu moins de concurrence, mais au final, on a aussi moins de points de comparaison, donc on est obligé d'aller chercher dans d'autres secteurs ce qui se passe, dans d'autres rencontres, dans d'autres... C'est ça. Hyper important. Et grosse clé qui m'a énormément aidée aussi sur la deuxième partie de 2025, c'est une personne qui s'appelle Agathe et qui m'a vraiment énormément aidée sur la partie opération. Je trouve que quand on gère les opérations et qu'on gère à la fois le marketing, parce que je suis toute seule, je n'ai pas d'associé pour l'instant, et c'est vrai que faire les deux, c'est un peu l'enfer. Quand on fait du marketing, on a besoin de créativité, de légèreté. Et quand on fait des opérations, qu'on reçoit les messages, les machins, gérer la production, etc., en fait, c'est un peu plus compliqué. Et là, le fait de pouvoir compartimenter et d'avoir quand même des choses qui roulent à côté, ça me permet de me consacrer au développement pendant qu'elle a déjà les fondations du coup, que j'ai posées pendant ces dernières années. Et elle peut faire tourner la machine sur le plan opérationnel et ça m'aide énormément. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un truc pour les entrepreneurs qui grossissent. C'est plutôt une fatalité. À un moment donné, il faut choisir entre sa créativité ou l'opérationnel. À un moment donné, si tu fais toute la journée de la gestion de problèmes, tu n'as plus accès à la même dose de créativité. Et ça fait partie des enjeux de quand tu grossis, en fait. Et c'est comme ça. On parle beaucoup des entrepreneurs qui veulent grossir et de plus en plus justement ceux qui ne veulent pas grossir pour garder un maximum de créativité et de terrain. Et je trouve que c'est vraiment hyper important quand on a nous le regard sur on n'en parlait pas. Moi forcément j'ai toujours voulu grossir, aller plus loin. En plus nous on a des ambitions quand même à l'international, des choses comme ça. Mais c'est un vrai truc qu'on a découvert du coup sur le terrain. À un moment donné, on est obligé de choisir. Si vous ne voulez pas choisir entre gestion de problèmes, management, créativité, il ne faut pas trop grossir. Il faut vraiment rester à une petite échelle. Parce qu'au stade où on en est là aujourd'hui, c'est plus possible. Moi, j'ai choisi les problèmes, vraiment. Du coup, tu n'as plus choisi la créativité puisqu'il y a quelqu'un qui gère la partie opérationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème quand même. C'est ça. Voilà. Moi, c'est vraiment, j'ai choisi de ne plus créer.
Et ça a été une petite phase de deuil, mais je suis hyper contente parce qu'au final, je suis pas si artiste que ça et pas si créative et machin. Mais par contre, je me suis mis dans une bonne phase de déni, je pense, pendant 1 an, à me dire, je vais tout faire. D'accord. Je vais tout faire, c'est comme ça. Eh bien non, ce n'est pas possible. Et effectivement, c'est là où, encore une fois, on parle beaucoup dans Pépites et Pépins, dans ce podcast, de l'entourage. Et effectivement, dans le recrutement, des fois, on galère à recruter, c'est parce qu'on ne sait pas, effectivement, ce qu'on doit recruter, parce que même nous, on ne sait pas trop où se positionner. On ne sait pas trop où sont nos propres manques. Et du coup, faire ce choix, dès le départ, de se dire, bon, bah, au final, j'ai plutôt envie de choisir le dur, la structure, ma vision. Et la créativité, j'ai envie que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Bah, du coup, hop, on va recruter des métiers créatifs. Au contraire, moi, c'est la partie commerciale que je déteste. Et ben, allez, hop. Voilà. Mais c'est vrai d'identifier, du coup, en premier lieu, ça c'est le petit conseil, le petit tips recrutement. En fait, identifier là où nous, on a ou pas la zone de génie. J'adore recruter, pourtant je ne sais pas le faire du tout. Depuis que j'ai une RH, je sens que c'était la meilleure idée. J'adore ça, hein, rencontrer des gens et tout, mais en vrai, je suis nulle. Ben voilà, savoir le reconnaître. Et du coup, aller chercher ce qui nous manque. Et au contraire, bah, des zones où, ok, ça je sais faire, mais il va falloir que je lâche du contrôle, le laisser faire à quelqu'un d'autre pour libérer de l'espace mental et aller sur d'autres fronts, quoi. Du coup, c'est quoi que tu préfères aujourd'hui dans ton quotidien ? Ce que je préfère dans mon quotidien, ça dépend vraiment des périodes. J'aime beaucoup former. J'aime beaucoup former pour voir ma vision se réaliser. Je trouve ça hyper satisfaisant de donner des guidelines à mon équipe et de voir que ça se fait sans que j'ai eu forcément à interagir sur les choses. Donc ça, c'est de voir que l'équipe a compris, qu'elle est à fond dans le projet et que ça se fait, quoi. Ça existe, ça se réalise. Ça, c'est hyper agréable. Ouais, l'immédiateté, la réalisation de ce qu'il y a dans notre tête, c'est quand même un truc de ouf. C'est ça. Cette sensation. C'est peut-être pour ça qu'on est addict. Franchement, c'est génial. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'on accepte de payer des impôts. Au moins, ce qui se passe dans notre tête se réalise, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le prix à payer. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu devais, en 3 mots, résumer un petit peu, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu choisirais pas autre chose que l'entrepreneuriat ? Pourquoi est-ce que ta mission elle est aussi importante ? Et surtout, peut-être en parlant à une jeune qui a envie de se lancer dans une mission aussi, qui n'est pas forcément ta mission à toi, mais une mission de manière générale qui, quand elle l'explique au monde, les gens ne trouvent pas ça si important, les gens ne prennent pas l'impact, prennent pas la mesure. Mais en fait, elle sait qu'il y a ce truc et comment on passe, parce que souvent c'est le problème des gens, hein, ils ont l'idée, ils ont la mission, ils ont le truc et puis ils ont plein de freins sociétaux. Et du coup, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans Pépites et Pépins, de donner des phrases, des petits 3 mots pour aider les gens à passer de l'idée à la réalisation. Alors, la première chose que je dirais, c'est amuse-toi. Vraiment, s'éclater. Moi, les moments où je suis la plus productive, c'est quand je m'éclate. J'ai commencé à les ateliers crépus parce que je m'amusais, c'était du jeu, quoi. C'était vraiment... J'aimais beaucoup faire ça. J'aime toujours beaucoup faire ça. Parce que je vais chercher ce jeu à chaque fois, cette créativité, créer des choses qui me ressemblent, faire exister des choses que j'ai dans ma tête. Et le deuxième point, je dirais, pas avoir peur d'essayer, en fait. De toute façon, faut juste essayer, ça coûte rien. On va pas, y a rien qui va s'effondrer, faut juste essayer et puis c'est pas grave. Et le troisième point, de s'écouter, écouter son intuition, écouter les autres, se nourrir absolument de tout ce que les autres ont à nous dire, mais écouter sa petite intuition. Après, en process, on fait la petite soupe chez nous et en fait, on va garder le truc. C'est clair. Bon, trop cool. Je pense que c'était un épisode très intéressant sur plein de parties. Trop cool. Est-ce que toi, t'as envie de rajouter quelque chose pour booster un petit peu ta mission ? Eh ben écoute, déjà c'était très sympa, merci beaucoup pour l'invitation, c'était hyper agréable. Et après pour booster ma mission, de dire que on est coiffeur, on est des professionnels de la coiffure et que de se former aux cheveux crépus, frisés, bouclés, à accueillir toutes les clientes, c'est juste ajouter une corde à notre arc et être encore plus épanoui dans notre métier. En tout cas, c'est les retours terrain que j'ai aujourd'hui, donc c'est cool. Faut oser aller se former aux cheveux crépus et ouvrir cette porte-là, et en fait c'est là où on se rend compte qu'effectivement l'épanouissement de pouvoir proposer autant de techniques, c'est ça. Il est énorme. Savoir faire des balayages, des air touch et tout, c'est super bien, mais dans 2 ans si c'est fini,
et que c'est plutôt toutes les textures qu'il faut savoir coiffer, on sera bien content d'être en avance et d'être formé avant les autres. C'est clair. Moi j'y crois fort, je pense que dans 2 ans pour le coup, on va être plus sur une quête de naturalité et de mettre en valeur sa couleur et sa texture de cheveux. Alors, on le voit, les gens font moins de couleurs, font moins de lissage et tout ça. Donc on y va fort. Si on veut se démarquer sur notre marché dans la coiffure, il faut être formé avant les autres. Donc voilà, d'ailleurs nous on se retrouve en formation le 19 et 20 janvier. Premier jour avec moi pour le curly et deuxième jour avec Yana pour le cheveu crépus. Comme ça vous avez en 2 jours un truc hyper complet à la Mona Academy. Du coup ça se passe Paris 11e. Hyper complet, on sait traiter ce cheveu, conseiller la cliente, comprendre du coup son mindset et couper aussi, parce que c'est souvent ce qu'on nous demande, hein, comment est-ce qu'on fait pour petite coupe de pointe et tout ça. Il y a tout dans le programme. Vous pouvez retrouver cette formation sur monaacademy.com. Et on commence donc 19 et 20 janvier, mais il y aura d'autres sessions bien sûr dans l'année. En tout cas, si vous manifestez votre intérêt, on peut aussi se déplacer dans vos salons, dans vos équipes, et venir vous apporter des expertises même sur mesure. Ceux qui savent déjà un peu coiffer le cheveu texturé, si vous avez envie d'aller plus loin ou quoi, on fait du sur mesure. Bref, on a plein de choses à vous apporter. Et on continue cette mission, on lâchera rien quoi. Carrément. Merci beaucoup Gala. Merci Solène.